Bonjour et bienvenue dans Parlement Hebdo, 26 minutes pour revenir sur l'essentiel de l'actualité à l'Assemblée et au Sénat. Une actualité particulièrement riche cette semaine encore avec le discours de politique générale de la Première ministre qui a donc lancé cette nouvelle législature. Et cette semaine, pour commenter toute cette actualité avec Katia Guilder, notre invité est Stéphane Peu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député communiste et c'est Katia qui va vous présenter. Stéphane Peu, bonjour. Vous entamez donc votre deuxième mandat de député à l'Assemblée. Vous avez été réélu le 19 juin dernier avec 78,7% des voix. Meilleur score de France dans un duel au second tour. Vous êtes député Seine-Saint-Denis, communiste depuis votre plus jeune âge. Dès la fin de votre service militaire, vous vous engagez au Parti communiste. Et l'union de la gauche, pour vous, Stéphane Peu, c'est un peu comme une évidence, puisqu'en 2018, vous avez proposé avec votre collègue Elsa Faucillon une alliance avec la France Insoumise. Vous avez fait un peu la NUP avant l'heure. On a envie de vous demander aujourd'hui comment ça se passe au sein de la nouvelle alliance de gauche. On a l'impression qu'on entend quand même un peu plus vos collègues de la France Insoumise que vous. Oui, d'abord, ils sont plus nombreux. Donc, c'est normal qu'on les entende davantage. Ils parlent un peu plus fort et qu'ils sont peut-être un peu plus organisés. Ils parlent peut-être un peu plus fort, mais enfin, bon, vous savez, ce qui est important, c'est pas tant ce qui se passe dans les partis que l'espoir que cette union a soulevé dans le peuple de gauche et dans la population. Moi, ça fait des années que j'entends des gens qui souffrent des politiques des différents gouvernements nous dire « mais pourquoi vous êtes aussi divisés ? À quoi ça ressemble ces multiples candidatures à chaque élection ?» Vous ne croyez pas de faire un petit peu phagocyté, de vous fondre un petit peu dans la France insoumise, les différentes tendances? Non, mais vous avez... les écologistes, les communistes. Non, mais vous avez... D'abord, la gauche ne gagne dans l'histoire que quand elle est unie. On peut remonter aussi loin... au siècle dernier. Est-ce qu'elle restera unie? Je le souhaite. C'est la raison pour laquelle moi je pense que la NUPES doit être n'est pas un accord électoral pour les élections législatives. C'est une union qui respecte l'identité de chaque groupe, puisque vous avez remarqué qu'à l'Assemblée nationale, les écologistes, les socialistes, les communistes et les insoumis ont chacun leur groupe, et nous essayons... Je vais peut-être reprendre une phrase de Lénine. Nous marchons côte à côte et nous frappons ensemble. Voilà, vous connaissez vos classiques. Est-ce que vous comprenez qu'Elisabeth Borne, dans la NUPES, estime qu'il y a des partis fréquentables, comme le Parti socialiste, le Parti communiste et la France insoumise, qu'elle situe, elle, hors de l'arc républicain? Non, mais ça, c'est un ostracisme absolument intolérable et ils n'arriveront pas à nous diviser avec ce type d'argument. Et d'ailleurs, je fais remarquer quand même qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, il n'y a pas eu l'ombre d'un doute parmi nous pour dire qu'il fallait faire barrage à l'extrême droite. Ça n'a pas été le cas aux élections législatives. Moi, j'ai un camarade, député du Nord, qui a été battu face au Rassemblement national. Et on a souffert dans un certain nombre de duels d'avoir le parti d'Emmanuel Macron refusé de choisir. Nous, on a été clairs dans l'opposition au Rassemblement national et dans le fait de tout faire pour faire barrage, y compris de voter Emmanuel Macron au deuxième tour, pour ceux qui le souhaitaient, ou en tout cas de ne pas voter Rassemblement national. Ça n'a pas été le cas du côté d'Emmanuel Macron. Et pourtant, il y a d'expressions qui ont été utilisées, pas une voix au Rassemblement national. De la part ça n'a pas été clair, hein? Ah bah pas du tout. Il y a eu Elisabeth Borne a dit on fera des désistements au cas par cas. Il n'y avait pas de position de principe de faire barrage au Rassemblement national de la part d'Emmanuel Macron et de sa majorité. Alors on va revenir, Stéphane Peu, sur le grand moment parlementaire de la semaine, la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne à l'Assemblée et au Sénat. Lundi, la coalition de gauche a déposé une motion de censure contre le gouvernement. Elle la soutiendra lundi. Deux chambres, deux ambiances au Sénat dans un climat relativement apaisé. Elisabeth Borne a cajolé la majorité de droite et a rendu hommage à l'esprit de co-construction de la Chambre haute. Enfin, le gouvernement met le paquet sur le pouvoir d'achat. 2 projets de loi ont été déposés. Bruno Le Maire a annoncé le déblocage de 20 milliards d'euros de crédits pour protéger les Français face à l'inflation. Le baptême du feu d'Elisabeth Borne devant le Parlement. La Première ministre a fait son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Elle a donné la feuille de route de son gouvernement, les réformes à venir, mais sans solliciter de vote de confiance. L'Alliance de gauche a donc, je le disais, déposé une motion de censure qu'elle défendra lundi. Moment fort du discours avec Elsa Mondingava.
1h30 de déclaration de politique générale en forme de discours de la méthode. Je veux qu'ensemble, nous redonnions un sens et une vertu au mot « compromis », depuis trop longtemps oublié dans notre vie politique. Le compromis, ce n'est pas se compromettre, c'est accepter chacun de faire un pas vers l'autre. Parfois chahuté. S'il vous plaît, mes chers collègues, laissez Madame la Première ministre continuer. La Première ministre a voulu démontrer sa bonne volonté sans forcément convaincre les oppositions. Le Rassemblement national questionne même son maintien à Matignon. Ce n'est pas vous faire injure, Madame Borne, que de dire que compte tenu des circonstances électorales, votre nomination ne relève pas d'une décision de grande politique, mais d'un scénario devenu obsolète. Cette confirmation dans vos fonctions au lendemain des législatives ne relève pas du réalisme politique, ni même d'une juste compréhension de la nouvelle donne démocratique, mais presque d'une incongruité institutionnelle et, je dirais, d'une provocation politique. La droite garde ses distances. Madame la Présidente, notre responsabilité est claire, ni compromission, ni petits arrangements, avec un président de la République dont nous contestons les orientations chancelantes depuis 2017. La gauche, elle dénonce avec véhémence l'absence de vote de confiance. Un vote de confiance s'imposait, mais vous avez choisi la fuite. Le mercredi 6 juillet restera comme ce jour où, de nouveau, vous avez piétiné le vote des Français. Votre stratégie, désormais, c'est sauf qui peut, et vous êtes prêts à tout, jamais au compromis, mais à toutes les compromissions. Et Elisabeth Borne a donc rendez-vous ce lundi dans l'hémicycle. Stéphane Peu, la motion de censure que vous déposez avec votre collègue a peu de chances d'être adoptée, voire aucune, et donc de faire tomber le gouvernement. N'est-ce pas contre-productif ? Non, mais si vous voulez, il aurait été normal qu'il y ait un vote de confiance après le discours du Premier ministre. Pas seulement pour constater qu'elle était minoritaire, que le gouvernement était minoritaire, mais pour clarifier la nouvelle donne politique et la nouvelle donne parlementaire. Et vous comprenez que c'était quand même risqué pour elle ? Je ne crois pas que c'était risqué. Il y a une majorité relative, mais ça aurait permis à chacun de se positionner. Pour certains de s'abstenir, peut-être pour certains de se joindre à la majorité pour voter pour. Ça aurait permis de clarifier la donne politique et d'agir en toute franchise. Donc, dès lors que le gouvernement refusait de soumettre le discours de la Première ministre à la motion, au vote de confiance, nous avons déposé une motion. Alors, on l'appelle motion de censure parce que constitutionnellement, c'est le terme qui est fixé par la Constitution, mais en fait, si on dit les mots disent pas forcément exactement la chose, il s'agit davantage d'une motion de confiance ou de défiance par défaut d'une initiative gouvernementale. Quel bénéfice entendez-vous tirer de cette motion ? N'est-ce pas plutôt Elisabeth Borne qui risque de s'en retrouver renforcée si elle est rejetée une clarification. Chacun va prendre ses responsabilités, s'abstenir et par là même soutenir implicitement la Première ministre ou voter contre et montrer qu'on est dans l'opposition. Ça va clarifier les choses et vous verrez que l'alliance, ça a été vu avec... Y compris dans vos rangs, il y a certains socialistes, Valérie Rabault, par exemple, qui nous disait encore en début de semaine, pour moi, eh bien, si cette motion de censure n'est pas adoptée, ça va vraiment conforter la Première ministre et c'est comme ça que cela va être commenté. Il y a quand même un risque pour vous ? Non, je suis pas sûr. Je pense que c'est un moment de clarification. Puis ensuite, on va travailler parce que quand même l'essentiel, ça va être ça va être lundi après-midi la motion de censure, mais ça va surtout être lundi à partir de 21h30 où on va démarrer le débat. C'est la loi sanitaire, puis ça va être la loi pouvoir d'achat. Et là, on va voir exactement si le gouvernement prend en compte la nouvelle donne parlementaire, s'il est capable de passer des compromis avec l'ensemble des forces au Parlement, comme l'a dit la Première ministre, ou si, comme peut le laisser supposer son discours au Sénat, c'est l'alliance à droite qui est privilégiée. Alors, d'abord, à l'Assemblée, elle a annoncé une série de mesures. Elle a notamment évoqué la réforme des retraites, qu'elle juge indispensable. On devra travailler progressivement un peu plus longtemps, a dit Elisabeth Borne. Vous pensez que le gouvernement est prêt à abandonner cette réforme et qu'on peut discuter sur ces sujets-là avec elle ? Beaucoup ont été surpris qu'elle revienne dans son discours sur la réforme des retraites. On pensait
Pas seulement en raison de la nouvelle donne politique issue des élections législatives, mais aussi en raison du climat social dans le pays. Enfin, rendez-vous compte, il y a des préavis de grève partout, le pays est une véritable cocotte minute sociale, le pouvoir d'achat et l'inflation met dans l'extrême difficulté les Français qui y travaillent, et venir dans un discours de politique générale, remettre la question de la réforme des retraites dont on pouvait... Comment vous l'interprétez? C'est une provocation C'est un appel à la droite? Parce que je pense que la recherche du gouvernement, c'est l'alliance avec la droite et les Républicains. Et que finalement... Ils vous diront c'est pour assurer la pérennité du système de retraite, etc. C'est un besoin... Enfin bon, voilà, je vous... D'abord... Donc c'est une tactique politique. Il n'y a pas de péril sur le système des retraites. Il n'y a aucun organisme économique sérieux, à commencer par le comité d'orientation des retraites, dit que le système est pérenne tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est une manœuvre, une tactique politique. Moi, je pense que c'est surtout un geste en direction de la droite. Parce que quand vous avez structurellement une politique libérale, qui, même si elle a été mise un peu entre parenthèses pendant le Covid, reste les fondamentaux d'Emmanuel Macron et de sa majorité. L'alliance naturelle, elle est avec la droite. Où on a eu une élection présidentielle où Valérie Pécresse n'a cessé de reprocher à Emmanuel Macron de faire fonctionner la photocopieuse entre le programme des Républicains et le sien. Donc on voit bien qu'à part l'incarnation par le candidat ou la candidate, s'agissant des programmes, c'est une copie. Il y a eu des appels du pied aussi à la gauche, avec par exemple la renationalisation à 100%, la recapitalisation, peut-être vous me direz, d'EDF. Oui, mais c'est différent. Vous dites que c'est pas pareil, parce que c'était l'une des demandes des communistes, des écologistes. La nationalisation, on s'en rapproche quand même beaucoup. Non, je suis désolé, mais une recapitalisation, reprendre 100% du capital de la part de l'État et renationaliser, c'est pas la même chose. Alors, c'est quoi la différence ? La grande différence, c'est que si vous renationalisez, vous faites dans le domaine de l'énergie ce qui existait avant l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire vous faites un service public qui a, par définition, le monopole. Et notamment dans le domaine du nucléaire. Notamment dans le domaine du nucléaire, dans le domaine de l'énergie. La hausse des prix de l'énergie, il y a certes une crise sur les matières premières liée à la guerre, mais il y a surtout l'échec depuis maintenant plus de 10 ans, de l'ouverture à la concurrence, qui a non pas fait baisser les tarifs comme c'était envisagé ou promis, mais qui au contraire a fait exploser à la hausse les tarifs et fait peser sur EDF le coût. C'est pas satisfaisant. Pas du tout. Nous pensons qu'il faut revenir à un établissement public, c'est-à-dire un service public, avec bien sûr 100% du capital de l'État, mais surtout un monopole public sur la question de l'énergie, parce que l'énergie, c'est comme l'eau et d'autres, c'est un bien commun de l'humanité. Et donc, il ne peut pas être soumis au marché. Une dernière question sur un sujet qui vous tient à cœur. La Première ministre a aussi annoncé la déconjugalisation de l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Vous avez porté plusieurs textes dans ce sens. Qu'est-ce que vous dites Vous dites enfin. Qu'est-ce que vous demandez à la Première ministre dans ce contexte ? Oui, enfin, j'étais plutôt content d'entendre la Première ministre évoquer cette mesure de dignité et d'autonomie pour les personnes handicapées. À 4 reprises, c'est venu en débat dans le Parlement. L'hostilité de la majorité parlementaire et du gouvernement. Peut-être que la 5e fois sera la bonne. Je l'espère. Et ce que j'espère, c'est qu'ils aient l'intelligence de donner aux oppositions qui ont bataillé sur cette question pendant le mandat précédent, c'est-à-dire nous, Marie-Georges Buffet à une reprise, moi à 2 reprises, les radicaux de gauche par la voix de Jeannine Dubié, la droite par celle d'Aurélien Pradié, c'est que l'on puisse, qu'il puisse y avoir une initiative parlementaire de l'opposition qui rencontre le soutien du gouvernement et le vote de la majorité, plutôt que la violente hostilité que l'on a rencontrée dans le mandat précédent. Voilà, il y a que les imbéciles, changement de méthode. Il y a que les imbéciles qui changent jamais d'avis, donc acte. On va voir si le gouvernement a changé d'avis. Allez, 2 chambres, 2 ambiances. Quelques heures après son discours de politique générale à l'Assemblée, la Première ministre s'est livrée à une véritable déclaration d'amour aux sénateurs et à leur culture du compromis. Compte rendu de séance, Sandra Cerquera. Mercredi, dans un discours de politique générale très flatteur, Elisabeth Borne a chanté les louanges du Sénat, dans une atmosphère bien plus apaisée qu'à l'Assemblée. Nous devons nous inspirer de l'expérience et des pratiques du Sénat.
Poursuivez ainsi, Madame la Première ministre. Vous êtes à la fois les relais des préoccupations des Français, la voix des élus locaux et des territoires, la force d'équilibre et d'apaisement de nos institutions. Je n'imagine pas la République sans le Sénat. L'exécutif serait-il donc prêt à respecter davantage le Parlement ? À gauche, on attend plus que des mots. Patrick Kanner appelle à un renouveau institutionnel. Pour cela, il faut accepter et assumer la dynamique parlementaire qui s'impose à vous, Madame la Première ministre. Il faut accepter et assumer que les oppositions soient reconnues et respectées dans leur capacité à apporter des réponses aux défis de la France. Faute d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée, l'allocataire de Matignon a de nouveau défendu la nécessité de bâtir des compromis. Elle a affirmé que le travail parlementaire pourra commencer en première lecture au Sénat, où la droite est majoritaire. Une véritable main tendue, de quoi satisfaire le président du groupe LR, Bruno Retailleau, qui lui aussi a insisté sur la nécessité d'un changement de méthode. Ce qu'on attend de vous ici, ce que les Français, voyez, attendent de vous, c'est le courage de relever la France. Madame la Première ministre, à chaque fois que vous porterez l'intérêt supérieur du pays, nous serons là, nous serons aux côtés de la République, aux côtés de la France. Dans un entretien à Midi Libre, le président du Sénat assume vouloir laisser la porte ouverte à une entente cordiale avec la Première ministre. Il tend ainsi clairement à son tour la main au gouvernement. Cordiale. Entente cordiale, hein, voilà les mots de Gérard Larcher. Ça vous fait réagir? C'est une influence nouvelle pour la droite sénatoriale. Est-ce que vous le craignez? Non, c'est pas tellement le débat entre le Sénat et l'Assemblée qui m'inquiète. On est là dans un jeu classique des institutions, non? C'est surtout la droite. C'est la droite. Je pense que ce gouvernement va chercher à tout prix à structurer une alliance avec la droite de ce pays. Il n'a gardé majoritaire le choix pour trouver des majorités. Non, mais je pense que sauf à revoir totalement ses fondamentaux politiques, ce que je ne sens pas du tout dans le discours d'Elisabeth Borne ni dans la campagne d'Emmanuel Macron, même s'il a dit assez peu de choses sur son projet. La majorité, le président de la République, mène une politique qui est structurellement une politique de droite. Donc le reste, c'est de la politique politicienne. La balle est donc dans le camp des Républicains, à l'Assemblée comme au Sénat, avec pas forcément les mêmes oppositions. Non, il y a certes des différences entre la droite telle qu'elle s'exprime à l'Assemblée et au Sénat. Bon, d'abord, dans un cas, elle est majoritaire. Vous sentez qu'il y a une différence D'abord parce que les députés y viennent d'être élus et ils ont été élus sur un programme où ils se sont retrouvés, pour la plupart d'entre eux, face à des candidats de la majorité présidentielle. Donc ils ont été obligés de marquer dans la campagne électorale une différence avec la majorité présidentielle. Mais on verra très vite que cette différence est pour l'essentiel une différence sur des questions secondaires et pas sur des questions fondamentales. Je pense que fondamentalement, s'il n'y a pas de bifurcation de la politique du président de la République et de la Première ministre, la pente naturelle est d'aller vers une alliance avec la droite. On le voit avec le discours sur le RSA, on l'a vu tout à l'heure, vous l'avez évoqué, lorsqu'elle a parlé également des retraites. Nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps. Pour vous, les masques sont tombés depuis un certain temps sur la question des retraites, sur la question aussi de l'impôt. C'est-à-dire quand vous avez la Première ministre qui dit on va faire des compromis, mais qui ensuite, la maison est ouverte pour faire des compromis. Et ensuite, elle vous réduit la porte d'entrée en disant les retraites, première ligne rouge franchie. Compromis uniquement avec la droite les impôts. Franchement, aujourd'hui, si vous ne revisitez pas les impôts, si vous ne refaites pas de la justice fiscale, si vous n'imposez pas davantage ceux qui ont beaucoup pour alléger le poids de la fiscalité sur ceux qui ont peu, vous ne vous orientez pas vers plus de justice sociale dans ce pays. Donc vous tournez le dos avec une politique de meilleure répartition des richesses. Pour voter des textes, il y a ce qui s'appelle la navette entre l'Assemblée et le Sénat. Il y a ce qui s'appelle la CMP, la commission mixte paritaire, qui réunit députés et sénateurs. Vous pensez que ces CMP peuvent être conclusives pour beaucoup de textes, qu'Elisabeth Borne va trouver au Sénat l'appui qui lui manque pour faire
passer les textes. Il y a eu pas mal de CMP conclusifs déjà lors du Oui, il y en avait. précédent. J'en ai fait plusieurs. Oui, je pense que ce sera plus le cas. Ben, on verra après. Si vous voulez, moi, ce qui me préoccupe dans cette période, je constate que nous avons un gouvernement qui est sur des fondamentaux libéraux et de droite. Donc, l'alliance politique naturelle, c'est plutôt avec la droite. Moi, je suis un député communiste. Ce qui me préoccupe, c'est que dans l'alliance de la gauche que nous avons créée avec la NUPES, nous ne soyons pas seulement la meilleure opposition, mais que nous soyons aussi la meilleure force de proposition, parce que ce qui se joue là dans les mois et dans les années qui viennent, c'est de montrer que la gauche, dans cette nouvelle coalition, elle est une alternative crédible pour le pays. Et cette alternative, elle ne se construira pas, elle ne se crédibilisera pas seulement par notre capacité à être des opposants, mais elle se crédibilisera surtout par notre capacité à être des proposants. Un tout dernier mot de procédure. Elisabeth Borne a parlé de la possibilité de commencer l'examen des textes au Sénat plutôt qu'à l'Assemblée. On sent la possibilité peut-être de bâtir d'abord des compromis au Sénat. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode ? D'abord qu'elle invente l'eau chaude, hein. Parce que ça se fait déjà. Pour une part, 40% des textes démarrent au Sénat avant d'aller à l'Assemblée. Alors ce sera peut-être 45%. Et ça sera peut-être des textes un peu plus importants. Jusqu'ici, ce n'était pas forcément les textes. Oui, mais de toute façon, elle ne pourra pas contourner l'Assemblée nationale. Donc ça démarre au Sénat et ensuite... Peu importe le sens, à un moment donné, il faut passer par l'Assemblée nationale. Et de toute façon, dans notre Constitution, le vote définitif, c'est celui de l'Assemblée nationale. Elle esquive un peu Non, elle essaye de trouver le chemin qui va lui amener à embrasser la droite, parce que telle, je pense, est la trajectoire qui est la sienne. Alors on va parler, Stéphane Peu, d'un sujet qui est prioritaire pour les Français, le pouvoir d'achat. Le 18 juillet prochain, l'Assemblée nationale examinera le texte en séance sur le pouvoir d'achat. En attendant, un budget rectificatif a été présenté par le gouvernement. Il permettra notamment de débloquer 20 milliards d'euros de crédits supplémentaires. Écoutez Bruno Le Maire. Nous ne voulons pas financer ce paquet par la dette. Et donc, nous souhaitons que ce paquet soit financé par les rentrées fiscales de l'année 2022, sans alourdir les déficits ni la dette publique. Et c'est le cœur de notre politique. Pour redistribuer les richesses, il faut d'abord les créer. 20 milliards d'euros, c'est le montant du paquet pouvoir d'achat présenté par Bruno Le Maire. Est-ce qu'on veut vraiment, le gouvernement pouvait se permettre d'annoncer encore plus? Vous êtes satisfait de ce paquet? Non, mais si vous voulez, le problème, c'est pas tellement de savoir si c'est plus ou moins. Le problème, c'est bien sûr qu'il y a des mesures, elles sont salutaires. Il y a des chèques, il y a des primes. Vous ne pouvez pas reprocher au gouvernement de prendre ce type de mesures. C'est difficile de voter contre. Non, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est, vous avez vu, Bruno Le Maire dit, on ne peut pas faire de la répartition de richesses sans préalablement les avoir créées. Et le lendemain de ce discours, vous avez la publication des plus grandes fortunes de France, et vous vous apercevez qu'en 10 ans, les 500 plus grandes fortunes de France ont vu leur patrimoine progresser de 315%. Quel est le Français qui a vu ses revenus progresser de 315% en 10 ans? Ça n'existe pas. On rappelle que la NUP propose de effectivement taxer ces très grandes fortunes, taxation exceptionnelle sur quelques grands groupes. C'est la raison pour laquelle, sur la question, l'assertion de Bruno Le Maire en disant qu'il faut d'abord créer des richesses avant de les répartir, nous disons mais les richesses, elles se créent, elles se concentrent sur les 10% des Français les plus riches depuis maintenant 10 ans et qu'il est temps de réviser la fiscalité pour mieux répartir les richesses. Et ça passe notamment par des changements structurels. Nous, en lieu et place des primes et des chèques, nous voulons poser en grand la question du salaire. Il n'y aura pas de revalorisation du travail dans l'esprit des Français sans que le travail soit rémunéré à sa juste valeur. Donc l'augmentation du SMIC, la conférence salariale... Il aura pris 6% par rapport au début de l'année, au mois de septembre. Il y a quand même eu des augmentations du SMIC. Non, il y a eu 0 coup de pouce au SMIC depuis 2012, 0. Il y a eu une indexation, comme c'est normal, par rapport à l'inflation. Mais le SMICAR et les bas salaires ont vu leur pouvoir d'achat fondre au soleil parce que cette indexation
sur l'inflation ne dit rien de l'indexation sur les dépenses contraintes que sont l'énergie, le loyer, le logement, sur etc. ces sujets importants, sur ces mesures importantes, est-ce que vous pensez que le projet de gouvernement est négociable, amendable? Est-ce qu'il y a matière à trouver des compromis sur les points précis? Sur lesquels vous espérez sur lesquels ça va être l'aspect le plus intéressant du débat de ces prochains jours en commission et à l'hémicycle. Nous allons déposer des amendements et nous avons d'ailleurs même fait une proposition de loi commune aux 4 groupes de la NUPES sur la question du pouvoir d'achat, avec le SMIC à 1 500 €, les conférences salariales, le blocage des prix des produits de première nécessité. Vous pensez que vraiment le gouvernement peut accepter ce type de mesures? On va voir. On va voir. C'est un test. Moi, ce que je sais, c'est que quand je vois à Saint-Denis, dans ma ville, au supermarché Carrefour du centre-ville, des gens faire des caddies de nourriture avec des cartes de crédit du magasin Carrefour, c'est-à-dire quand vous commencez à acheter votre nourriture à crédit, vous êtes dans une situation extrêmement difficile. Merci beaucoup Stéphane Peu d'avoir été notre invité. La motion de censure que vous déposez avec vos collègues, ce sera donc lundi prochain à l'Assemblée nationale et on se retrouve la semaine prochaine avec Tam. Ciao, ciao.